Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale interactive de Global Conversation, où le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, répondra à vos questions. Il vient de tenir son discours annuel sur l'état de l'Union, nous allons en parler, mais nous allons aussi aborder les sujets que vous jugez les plus importants. Les questions ont afflué sur nos pages des réseaux sociaux et nous nous tournons vers Mark Davis, notre rédacteur en chef web, qui les a sélectionnés pour nous. Mon rôle, explique Marc, sera de suivre les réactions sur les réseaux sociaux et de vous les transmettre. Même chose pour les questions postées sur le net à l'intention de M. Barroso. Cette interview va durer environ 20 minutes, mais la discussion se poursuivra juste après dans notre Google Plus Hangout, une sorte de chat vidéo avec le président Barroso et nos invités en ligne qui sont impatients de l'interroger. Tout le monde peut poser une question, il vous suffit d'utiliser le hashtag AskBarroso et nous ferons les intermédiaires. Merci Marc et merci à vous, Monsieur le Président de la Commission européenne. Nous allons commencer par la Syrie. Êtes-vous vous aussi prudent et sceptique vis-à-vis des nouvelles propositions russes sur les armes chimiques? Nous pensons que ça mérite d'essayer, mais nous avons toutes les raisons d'être sceptiques, évidemment. Vous le savez, jusqu'il y a peu, le régime syrien niait détenir des armes chimiques, et voilà qu'aujourd'hui, il nous dit qu'il est prêt à accepter un contrôle international et une neutralisation de ces armes. Nous devons donc nous montrer sceptiques, mais nous devons tenter le coup, tenter cette solution, parce que l'Union européenne a toujours affirmé que seule une solution politique pouvait être durable. Est-ce que vous pensez que ça peut effectivement mener à une solution diplomatique? Je ne vais pas me lancer dans des réponses hypothétiques. La position de l'Union européenne est bien connue. Nous pensons que nous devons afficher une réaction forte au niveau de la communauté internationale face à ces crimes odieux, face à ces violations du droit international, face à ces crimes contre l'humanité. Notre réaction doit puiser sa légitimité dans les Nations Unies et c'est pour ça que nous poursuivons nos efforts. Et évidemment, au-delà de ça, nous n'oublions pas les aspects humanitaires. C'est une responsabilité directe de la Commission européenne, de l'Union européenne et de loin le plus grand fournisseur d'aide au peuple syrien. Nous avons reçu ce tweet de Lise qui nous dit « L'an dernier, vous avez dit que l'Union européenne devait jouer un rôle dans la mise en place d'une nouvelle Syrie démocratique. Que va faire l'Union ? Et si Bachar el-Assad devait conserver le pouvoir, allez-vous travailler avec lui pour bâtir cette nouvelle Syrie démocratique ?» La situation en Syrie est très complexe. Vous savez, nous sommes arrivés à une guerre civile. On a commencé par une agression perpétrée par le régime Assad à l'encontre de sa propre population. Mais aujourd'hui, il est difficile d'avoir une image complète et claire de la situation sur le terrain. Est-ce que vous êtes prêt à travailler avec lui ? Nous devons aider le peuple syrien à trouver un minimum de consensus dans ce pays. J'ai vu des réfugiés, je suis allé dans le camp de Zaatari, dans le nord de la Jordanie, et j'ai vu de mes yeux des centaines de jeunes filles. Elles vivent dans des tentes maintenant, alors qu'avant la guerre, elles étudiaient. Elles sont là dans des nombres très impressionnants. Les villages de ces jeunes filles ont été détruits. Le directeur général de l'UNICEF m'a dit que sans le soutien de l'Union européenne, eh bien, ces jeunes filles ne pourraient pas continuer à étudier. Donc nous savons qu'il faut agir, nous agissons, mais nous devons explorer, la voie politique également. Nous devons aborder d'autres sujets, des sujets européens. Et l'un des plus grands défis que nous devons relever, c'est bien sûr le chômage. Voici une question de James sur cette question.
James nous dit que les actions pour réduire le chômage ont échoué jusqu'à présent. Quels efforts allez-vous faire au cours des 12 prochains mois pour que le chômage diminue vraiment en Grèce, en Espagne et dans d'autres pays? On peut effectivement noter un léger déclin, mais ça ne suffit pas pour faire baisser le taux de chômage global qui s'établit à 12,1%. Que comptez-vous faire? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a la situation économique dans certains États membres, je l'ai dit hier. Nous sommes dans une situation intenable sur le plan économique, politique. Nous faisons tout notre possible au niveau européen, mais n'oublions pas que le chômage est une compétence nationale. Les politiques de l'emploi sont des politiques de compétence nationale, mais vu la crise, nous mobilisons tous les outils. Nous demandons aux États membres de donner davantage d'instruments pour lutter contre le chômage. Nous avons proposé la garantie jeune. Nous avons 8 milliards d'euros d'initiatives pour lutter contre le chômage des jeunes. Nous allons faire de l'anticipation budgétaire. Nous allons agir très vite dans la première période budgétaire. Nous travaillons aussi sur les compétences. Sur d'autres niveaux, il faut que les compétences et les qualifications correspondent aux demandes du marché. Nous avons aussi l'Alliance pour les emplois numériques. Nous avons des initiatives avec des entreprises multinationales, mais n'oublions pas que cela dépendra aussi des réformes que les gouvernements voudront bien entamer dans leur pays afin de créer un environnement plus favorable, plus propice à la création d'emplois pour les peuples européens. Mais il faut être aussi réaliste sur cette question. Sur ce programme qui coûte 8 milliards d'euros, 8 milliards d'euros pour 5,5 millions de jeunes, ça correspond à très peu finalement. Il y a d'autres ressources du Fonds social qu'on peut mobiliser aussi. Maintenant, est-ce que les États membres veulent faire le pas? Et puis, ce sont là des fonds que le gouvernement a accepté de mettre à disposition de l'Union européenne. Je m'étais battu pour plus d'argent. La Commission voulait plus, que les choses soient bien claires. Le Parlement européen aussi voulait plus. Donc vous dites vous aussi qu'on a besoin de plus d'argent? Commençons par ces 8 milliards. Parce que les gens, au lieu d'agir, spéculent sur les possibilités qu'on a. Le fait est que jusqu'ici, pas un euro n'a été dépensé. Parce que c'est de l'argent qui concerne la période qui commence au 1er janvier 2014. Et moi, je demande aux gouvernements nationaux d'adopter les réglementations pour que les programmes puissent courir dès le 1er janvier 2014. Moi, j'ai créé les pays qui ont le chômage des jeunes le plus élevé. Nous avons mobilisé de l'argent des fonds structurels. Nous avons réorienté vers des actions rapides. C'est en cours et ça produit déjà des résultats, mais les défis sont immenses, je dois l'avouer. Donc finalement, ce sont les gouvernements nationaux qui vous exaspèrent. Pardon, nous nous tournons vers Marc qui a une question envoyée sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux. Oui, via Google+, Hangout, via Google+, et Facebook. Voici une question de Maximo. La crise économique a été sévère. Comment faire en sorte que les jeunes croient encore dans le projet européen? J'ai un message de confiance à délivrer. Selon les derniers chiffres, au niveau de l'Union européenne, la reprise est en cours. On n'est pas encore sorti de la crise. Comment pourrait-on l'être avec des taux de chômage aussi élevés? Mais les chiffres pour le deuxième trimestre de cette année et puis les données que nous recevons qui concernent la confiance des investisseurs, des consommateurs, la santé des marchés boursiers, les achats de titres, et puis nous avons aussi des indicateurs avancés. Bref, tout concorde pour dire que la reprise est fragile, que côté chômage, on a une stabilisation avec une baisse parfois.
L'image est hétérogène, mais c'est pour ça que nous mettons la pression sur les gouvernements pour qu'ils mènent des réformes. Certaines réformes ont été fructueuses dans cette lutte contre le chômage. La formation professionnelle, par exemple, est très importante. Nous avons beaucoup de jeunes demandeurs d'emploi, mais beaucoup d'entreprises ont besoin de jeunes qui ont des compétences en informatique. Il y a une demande aussi dans le secteur de la santé, donc il y a une espèce d'inadéquation entre les deux aspects. Nous avons créé par ailleurs un portail qui fournit des informations sur les emplois disponibles sur le marché européen. Vous avez parlé de la croissance, elle est très faible, 0,3%. Ça ne suffit pas pour effectivement sortir vraiment de la crise. C'est une croissance minime qui a très peu d'effet sur la lutte contre le chômage. 0,3% pour un trimestre, donc. Au Portugal, mon pays, le Portugal, a une croissance. Mais l'économie grecque s'est contractée. Vous savez, je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Ils attendent un excédent primaire et je pense qu'il faut reconnaître le sacrifice consenti par le peuple grec. La Grèce va finir par avoir des chiffres positifs et nous devons nous souvenir d'une chose. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Pourquoi? Nous avons eu la crise financière qui n'a pas commencé en Europe. Et puis, c'était aussi le fruit des dépenses excessives des gouvernements nationaux, y compris du gouvernement grec. Et puis, il y a eu des comportements irresponsables dans le secteur financier. Et aujourd'hui, nous corrigeons ces erreurs. Ça prend du temps, il faut bien l'admettre. Nous ne promettons pas ce que nous ne pouvons pas offrir, mais beaucoup de choses ont été faites. Nous avons évité le démantèlement de l'euro, qui aurait amené des choses beaucoup plus douloureuses pour les citoyens. Le FMI a reconnu avoir fait des erreurs au sujet de la Grèce. Quelles erreurs pourriez-vous admettre, vous aussi, au sujet de la gestion de cette crise? Fondamentalement, nous avons soutenu la Grèce. Non, nous avons toujours dit que nous avions misé sur l'assainissement budgétaire. Et dès le début, nous avons insisté, ce n'était pas le seul aspect politique à gérer. Il y a des réformes structurelles qui sont nécessaires. La privatisation était nécessaire. Et donc, il ne faut pas caricaturer les choses. Il ne faut pas dire que la politique de l'Union européenne en zone euro, c'est juste de la consolidation budgétaire. Il y a des pays fortement endettés qui doivent mettre de l'ordre dans leurs finances publiques. Mais nous recommandons les investissements et un assainissement budgétaire respectueux de la croissance. La Grèce a consenti de nombreux sacrifices, le peuple grec a consenti de nombreux sacrifices, mais les réformes structurelles ont mis du temps à se mettre en marche et aujourd'hui, je pense que la volonté est plus marquée pour aller dans le sens de la reprise. Parce que d'autres pays, le Portugal, l'Irlande, peuvent être cités. L'Irlande est présente maintenant sur les marchés avec succès. L'Espagne a un programme pour le secteur bancaire. Enfin bref, tous ces pays lancent des réformes, tous ces pays corrigent et c'est formidable ce qu'ils font. Je dois malheureusement vous couper. Nous allons passer à un autre sujet et nous allons vous présenter cette question qui est posée par Michel Hazanavicius, le réalisateur de The Artist. J'avais une question à vous poser qui était de savoir, sachant, parce que vous savez aussi bien que moi, que le système français de financement du cinéma est très bon, pourquoi vous avez comme politique de vouloir le détruire plutôt que d'essayer de l'exporter aux autres pays d'Europe, ce qui serait plutôt une manière de créer des emplois, de créer du lien social, de créer des histoires, et pourquoi pas de la joie. Là, il parle de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis et de l'exception culturelle. Mais sa question illustre, d'après moi, le manque de confiance des citoyens et des gouvernements à l'égard de la Commission, et notamment des intellectuels, comme ce réalisateur. Je réponds en français ou en anglais?
Nous parlons de diversité culturelle. Je me ferai un plaisir de répondre directement en français, puisque la question est en français. D'abord, félicitations au réalisateur. J'ai vu le film, c'était un grand succès. Et cela dit, ce film a pu compter sur un soutien de l'Union européenne, de la Commission européenne. La Commission européenne a un programme média. Nous avons le plus grand programme d'aide à la diversité culturelle. Lui, il n'est pas de cet avis. Non, parce qu'il parlait d'autre chose. Et je pense qu'il y a eu un malentendu, peut-être pas complètement innocent. J'ai été mal interprété. Nous parlons là des réactions que vous avez suscitées. Certains ont changé les passages de ma déclaration. Je n'ai jamais dit qu'il y avait d'attitude réactionnaire dans le système français. Au contraire, je soutiens la diversité culturelle. J'ai dit que certains arguments contre la mondialisation étaient réactionnaires parce que ces arguments-là ne tiennent pas compte de l'évolution du monde et des possibilités que recèle la mondialisation. Mais je voudrais dire une chose. Personne ne défend plus la diversité culturelle que la Commission européenne. Que dire de ce sentiment de défiance vis-à-vis de l'Europe? Nous n'avons jamais proposé d'éliminer la diversité culturelle. Je reviens sur ce manque de confiance vis-à-vis de l'Union européenne. Cette défiance vis-à-vis de l'Union n'a jamais été aussi forte. J'ai vu l'eurobaromètre des 28 pays. Il y a plus de méfiance vis-à-vis des gouvernements nationaux que vis-à-vis de l'Union européenne. Mais bon, c'est sûr que sur le plan économique, eh bien, le citoyen de la rue est frustré. Il se tourne vers ses dirigeants nationaux et européens, il se tourne vers les partis, vers les dirigeants. Les citoyens sont fâchés, ils ont raison, mais cela ne signifie pas qu'il faut projeter toute la faute sur l'Union européenne. Il y a une crise sans précédent qui pose des problèmes que nous essayons de résoudre et j'essaye moi d'expliquer ce que nous faisons, ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire et c'est une réponse honnête. Évidemment, je suis bien conscient du mécontentement des citoyens vis-à-vis de l'Union européenne, mais si vous regardez d'un peu plus près... Mais assumez-vous une responsabilité pour cette défiance? Évidemment, chacun doit assumer ses responsabilités. Je suis prêt à assumer mes responsabilités. Marc, à présent, qui nous fait part d'une réaction et d'une question qui revient depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux. Sophie vous demande comment l'Union va-t-elle faire face à tous ces partis eurosceptiques dans les États membres? Représente-t-il un danger pour l'Union telle que nous la connaissons actuellement? Ça dépend des autres partis, de ceux qui sont pour l'Europe. Et là, justement, je demande à ceux qui sont pour l'Europe de sortir, de prendre la parole, de défendre l'Europe, ce qu'elle représente, de défendre ce que l'Europe peut faire pour aider les citoyens. Mais pour être plus concret, lors des prochaines élections européennes, les forces politiques modérées du centre-gauche au centre-droit, qui sont pro-européennes, auront une majorité. Ne pensez-vous pas que les eurosceptiques vont faire de bons scores? Ils vont peut-être gagner un peu de terrain, mais la grande majorité des Européens restera du côté pro-européen. Nous avons peu de temps pour cette émission. Voici quand même cette question de Victor en Ukraine. Serez-vous candidat à un troisième mandat de président de la Commission? Bon, vous savez, je n'ai pas encore réfléchi à moi-même. Je n'ai pas réfléchi à moi-même. J'ai encore 1 an de mandat. 1 an, c'est une éternité. 2 mandats de 5 ans, c'est déjà beaucoup. Et tout le monde, même les critiques, reconnaissent que les temps étaient difficiles. Mais je ne veux pas parler de moi. Le moment est venu de nous retrousser les manches. Je me concentre sur ce que je dois faire pour l'Europe, pas sur mon avenir personnel. Une dernière question. Quand on se souviendra de vous dans quelques temps, laquelle de vos actions a été la plus marquante pour le grand public, d'après vous? Il y en a beaucoup.
La politique climatique pour protéger la planète, c'est la politique la plus ambitieuse de ce genre au monde. J'en suis très heureux. Cette année encore, nous avons réduit les frais d'itinérance pour les gens qui voyagent. Et en pleine crise, pour l'Irlande, pour la Grèce, le Portugal, eh bien, nous avons évité l'insolvabilité, la sortie de l'euro. Si ça avait été le cas, la situation serait bien plus dramatique aujourd'hui. Nous achevons ici ce chapitre, mais la discussion se poursuit en ligne avec vous sous la forme d'un Hangout Google+, avec Mark Davis et nos invités, nos citoyens européens qui ont hâte de vous mettre au défi. Donc restez avec nous.